Balayés par les vents, au milieu de nulle part, nous sommes dans une des plus hautes vallées d'Asie, à la fois montagne et désert, l'Himalaya dans ses espaces hostiles. Et pourtant, au détour d'un courant d'air, nous voici soudain à Tixé, haute muraille escalière, fondée au XVe siècle, au moment même où Tsongkhapa, le réformateur des Gelugpa, envoya ses étudiants aux quatre coins de la région pour y répandre une nouvelle école. L'un de ses disciples, Paldem Sangpo, fonda ce gompa pour en faire un des exemples les plus fins de l'architecture ladakhi. Tixé protège en son sein l'une des plus grandes merveilles du Ladakh, un grand Bouddha au regard si paisible et insondable. Son troisième œil semble tourner sur son intériorité. Pourtant, ses yeux restent ouverts sur l'avenir. La douceur de son visage donne envie d'atteindre une telle sérénité. Ainsi devrait apparaître dans son habit royal Maitreya, le Bouddha du futur, lorsqu'il viendra illuminer les hommes de sa compassion. Chaque jour, une centaine de moines étudient les textes saints du bouddhisme, au rythme des chants et à l'aide de longs moments de méditation qu'ils pratiquent isolés dans leur retraite. Tous se retrouvent lors des cérémonies, plusieurs fois par jour, dans le Dukan, la grande salle de prière. Les moines psalmodient des mantras, formules religieuses au pouvoir tantrique, véritable support à la méditation. Leur formulation confère une puissance surnaturelle par celle du pouvoir divin. Les lamas s'ingénient à répéter par tous les moyens ces formules clés. Le verbe, devenu mantra, s'inscrit dans les pierres à mani. Il s'échappe des drapeaux à prière pour parcourir les montagnes vantées. Puissance d'éternité du mantra, constamment récité. Dans ces régions où chaque homme devenait caravanier, les échanges entre la Chine voisine et l'Inde ont fait surgir une forme unique du bouddhisme, le Vajrayana, empreint du tantrisme des yogis, du bouddhisme indien et du Tao chinois. Un peu d'histoire. Au Xe siècle, la dynastie Thi dominait le Ladakh. Elle instaura son influence à travers le palais royal de Ché, qui devint la capitale. À cette période, les bouddhistes du Tibet développèrent leur présence en construisant une centaine de monastères citadelles. Aujourd'hui, les ruines de l'ancien palais royal conservent le souvenir d'une gloire passée.
À l'intérieur, seule la magnifique statue du Bouddha Sakyamuni, construite par le fils du roi Singhel Namgyal, habite encore ce lieu au passé prestigieux. En 1533, le roi Soyan Namgyal parvient à unifier son royaume et à installer sa capitale à Leh, l'endroit le plus fertile, à 3600 mètres d'altitude, à la source de l'Indus, une des étapes de la route de la soie. Au XVIIe siècle, lors d'une crise politique, le 5e Dalai Lama tenta d'envahir le Ladakh, alors royaume indépendant de religion bouddhiste. Le Cachemire accepta d'aider le Ladakh à conserver sa souveraineté. Mais cette aide eut un prix, la conversion du roi à l'islam et la construction d'une mosquée dans la capitale. Qu'est devenue aujourd'hui la terre mythique du Ladakh. Ces dernières années, la guerre du Cachemire a fragilisé le nord du pays. L'industrie touristique et cette guerre chamboulent toute l'économie de la région. Et les mythes sont plus présents dans la tête et les rêves des voyageurs que chez les Ladakhis, coincés entre l'invasion des touristes et la présence des militaires. Leh est devenue une ville exotique pour le voyageur, qui peut y trouver de nombreux objets étranges. La cloche et le vajra, symbole de compassion et de connaissance. Les bols tibétains, les conques, les bijoux, les instruments de musique pittoresques, les vêtements traditionnels. La topographie de la région attire les plus aventureux pour ses possibilités de trekking, d'escalade et de rafting. Ces nombreuses activités faisant du tourisme la première source de revenus des Ladakhis, autrefois centrée sur une économie traditionnelle autour de l'agriculture et de l'élevage. तू अपना नाम, तू कहाँ रहते हो, कौन गांव में रहते हो? राजस्थान श्री गंगानगर रहता हूँ मैं। एक दिन में मैं 100-150 रुपये ले जाता हूँ और मेरा नाम है शिवा। How much for shoes shiny? कितना लेता है छोटू? 20। À l'entrée de la ville, le Moti Market rassemble d'innombrables échoppes d'artisanat. Raj tient une boutique de vaisselle en cuivre. Ses théières représentent un magnifique travail de martelage. Comme tout commerçant, ses affaires dépendent de la fréquentation des touristes.
Dans un petit coin de rue, un homme propose ses services de voyance. Grâce à son oiseau médium, l'avenir n'a plus aucun secret. Pour chaque question posée, l'oiseau tire une enveloppe qui apparemment répond à l'attente du client. Est-ce que l'avenir dépend vraiment d'un art divinatoire, ou est-ce que le futur, comme le disent les bouddhistes, résulte de nos actions ? शनि ग्रह की वजह से मन बुद्धि दिमागी परेशान रहती है अंगूठी देइए अंगूठी पालो राशि अंगूठी दे देता हूँ मकर राशि से पालो धीरे की शांति रखे दिल दिमाग में ठीक रखे काम रुकावट नहीं आती सस्ती This one upper denture, teeth. I am making the teeth. Okay, this one is model. This one upper full denture is model. I am making the teeth. I am dental technician and optician. This shop. You make the glasses too? Yeah, making the glasses, side glasses, sun goggles, repairing, special in repair. I am dental technician, special in full denture, partial denture. Hair settings, last 20-30 years here. This is my clinic, my shop. And what is the material? this powder This one, made in Japan. Made in Japan. Yeah, different countries. Yeah, different things. Yes. Hey. This one I am ready. This is full denture. I'm making. Perfect teeth, huh? Yeah, full denture. 28 teeth. Good. Sous l'ancien palais royal de Leh, qui rappelle les structures altières du Potala de Lhasa, la ville vit intensément un match de polo. Dans ce Ladakh de toutes les surprises, rencontrons maintenant les mythiques cavaliers qui furent de redoutables guerriers sur leurs vaillantes montures. Ces petits poneys, extrêmement résistants, sont capables d'escalader les cols les plus aériens et dangereux. Tout l'art martial du pays se retrouve à travers ce jeu qui semble a priori anodin. Dans ces rencontres, le tissu social se resserre et permet à la communauté de maintenir sa cohésion.
Comme partout dans la région, l'armée est présente. Coincé entre la Chine, le Pakistan et l'Afghanistan, le Ladakh est une haute zone stratégique. Qui tient le sommet de la montagne a un avantage sur ses voisins. Ainsi, contre son gré, la vallée est-elle devenue un immense terrain militaire, entourant les monastères de fils barbelés peu élégants. Issu des fêtes populaires, le tir à l'arc reste le sport le plus ancien et le plus populaire de la vallée centrale. C'est toujours l'occasion de concours animés. Les Ladakhis étant d'un naturel joyeux, même les moines savent en faire un moment de plaisir et de joie. À environ 45 km de Leh, se trouve l'un des gompas les plus illustres et les plus riches du Ladakh, le monastère d'Emis, consacré à Padmasambhava, appelé aussi Guru Rinpoche, maître fondateur du bouddhisme tantrique himalayen au 8e siècle. Emis fut établi au XVIIe siècle sur la rive gauche de l'Indus par le roi Dharma Sangye Namgyal, de la lignée des Drukpa Kagyu, les bonnets rouges. Il administrait tous les autres monastères du Ladakh, faisant office d'université bouddhiste, aux livres innombrables, trésors fragiles, abîmés par les siècles. Chaque bouddhiste doit le visiter au moins une fois dans sa vie. Tous les 12 ans, l'immense tanka de Padmasambhava est déplié sur toute la façade du temple. Toucher ce tanka est une réelle bénédiction. Les fresques murales représentent l'histoire de la vie de Gautama Siddhartha, qui deviendra le Bouddha Sakyamuni. Les lamas vivent nombreux au sein du monastère. Comme tout bouddhiste, ils ont pris refuge dans les 3 joyaux, le Bouddha, le Dharma et le Sangha, l'ordre monastique. Dans son enseignement, Bouddha développe les 4 nobles vérités. L'existence conditionnée implique souffrance et insatisfaction, du fait de notre incapacité à percevoir correctement la réalité. Rien ne peut nous satisfaire de manière ultime et définitive. L'origine de cette souffrance repose sur le désir, l'attachement et l'ignorance de cette réalité. La 3e vérité énonce qu'une cessation de cette souffrance est possible. La dernière vérité décrit les 8 actions du corps,
de la parole et de la pensée à appliquer pour atteindre la libération ultime, le nirvana. À 6 km de là, une autre partie du monastère est consacrée aux méditants de longue durée, ceux qui accomplissent la retraite de base de 3 ans, 3 mois et 3 jours, totalement isolés dans une caverne. Selon les degrés de spiritualité atteints, ces retraites peuvent s'étendre sur 6 ans, 12 ans ou à vie. Aujourd'hui, une cérémonie est célébrée par quelques lamas permanents de cette partie du monastère pour commémorer les anciens maîtres morts dans l'année. Une façon de leur apporter de bons présages dans leur cycle karmique. Cette cérémonie précède le grand festival annuel des Misses qui a lieu les 10e et 11e jours du 5e mois tibétain. Ces 2 jours célèbrent la naissance du gourou Rinpoché, Padmasambhava. Selon la tradition, il est apparu sur Terre, incarné sous la forme d'un enfant de 8 ans, dans une fleur de lotus flottant sur le lac d'Anakosha. Les activités victorieuses de Padmasambhava sur les forces négatives font de lui l'un des plus grands sages de l'histoire du bouddhisme. Mais ce festival de danse masquée est aussi un événement qui rappelle aux populations locales la richesse de leur héritage. Le vent se lève et balaie les souffrances de tout être, de toute vie.